Chers collègues, chers amis, chers invités, bonsoir. Je me trouve dans la bibliothèque, notre belle bibliothèque. Je suis bien accompagnée. J'ai deux poètes à mes côtés, France Mongeau et Jean-Marc Desjean. Et il me fait grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'hommage aux auteurs et aux autrices afin de saluer le travail de nos 47 collègues du campus de l'ENA et de Longueuil. Cette année, on va avoir deux événements pour le prix d'un parce que malheureusement, l'année dernière, étant donné les circonstances, nous n'avons pas pu tenir l'événement. Donc, cette année, nous allons souligner les publications d'auteurs et d'autrices qui ont publié en 2019 et en 2020. Cela dit, je dois souligner que malgré les circonstances, le dynamisme et la vitalité de nos auteurs et de nos autrices ne s'est pas démenti. Donc ce soir, nous rendrons hommage à des pédagogues et également à des auteurs et à des autrices, parmi lesquels on a des anciens et des anciennes étudiantes du Cégep Édouard-Montpetit, ce qui nous fait toujours plaisir, nous les profs, de voir les étudiants qui nous rejoignent. Alors l'événement est enregistré, donc arborez votre plus beau sourire et sachez que les micros sont fermés, donc vous ne pourrez pas faire de commentaires tout de suite. Je salue quelques médias qui sont présents ce soir et je leur souhaite la bienvenue. Et je vous informe également que nous rendrons hommage à notre collègue Claude Beausoleil, ancien professeur du département de littérature et de français et poète de renommée internationale qui nous a quittés en 2020. Alors sans plus tarder, je vais céder la parole à notre directeur général, Monsieur Sylvain Lambert. Bonsoir tout le monde, c'est vraiment toujours un plaisir renouvelé que de participer à cette soirée d'hommage aux auteurs. En plus, on a sauté une année, donc particulièrement heureux, même si encore une fois, on doit tenir ça à distance, quand même très, très heureux de vous voir, de vous voir à travers l'écran. L'hommage aux auteurs, pour nous, c'est une initiative que peu de cégeps font. À ma connaissance, on est les seuls, peut-être y en a-t-il ailleurs. Et c'est une reconnaissance dont nous sommes très fiers. Parce que les auteurs, évidemment, contribuent au rayonnement du cégep et je pense que le fait de publier puis de créer aussi, ça enrichit et ça teinte votre pratique au quotidien. Donc, ça a des retombées, je pense, pour nos étudiants, de voir des gens devant eux qui sont des créateurs, qui peuvent expliquer le travail de création ou de réflexion, parce qu'il y a aussi, évidemment, oui, il y a la fiction, mais il y a aussi tous les articles scientifiques, entre autres, tout ce que vous produisez qui est diffusé par l'écrit. Alors, c'est évidemment une grande source de fierté pour le cégep, puis une source d'inspiration pour toute la communauté collégiale, là, sans aucun doute. Cette année, comme l'a mentionné Anne-Marie, on souligne également l'héritage exceptionnel de Claude Beausoleil, qui a été enseignant au département de littérature et de français pendant plus de 30 ans et qui est décédé l'été dernier. J'en profite pour offrir, en mon nom et celui du Cégep Édouard-Montpetit, mes sincères condoléances à ses proches, notamment Mme Yolande Villemer, qui fut sa compagne pendant plusieurs années. Et maintenant, c'est avec fierté et beaucoup de plaisir, parce que, bon, avant la diffusion de l'émission, on a eu l'occasion de s'entretenir avec elle, que je vous présente notre invitée spéciale, l'écrivaine Kim Thuy. Évidemment, je pense qu'elle n'a plus besoin de présentation, récipiendaire de plusieurs prix. Elle est une écrivaine appréciée de tous et de toutes, dont les œuvres sont reconnues mondialement. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Kim Thuy. Merci d'être là. Kim, votre micro. Bonjour, c'est ça. J'allais dire que j'ai fait la première partie de la soirée. J'allais commencer par vous dire que je suis tellement, admirative et envieuse en même temps. Je me suis dit que vous êtes des professeurs, donc vous êtes avec des jeunes tous les jours qui vous gardent nécessairement jeunes et à jour. Alors que moi, je sais que je suis déjà, quand je parle, on sait que j'ai 52 ans. Alors que vous, je suis sûre que vous avez le jargon et en plus les connaissances de près de la vie de la prochaine génération, ce qui arrive. Et je me suis dit que peut-être qu'ils nourrissent tellement votre imagination que vous avez plein de matières premières là, pour pouvoir écrire. Mais il y a aussi
autrement, je ne savais pas je savais que les professeurs à l'université sont obligés d'écrire, je crois, mais au cégep, est-ce que c'est une obligation ou c'est seulement par plaisir? Peu importe, sachez que, ben, vous le savez déjà, que votre travail est très, très important, pas seulement dans la transmission des connaissances dans les cours, mais en plus de laisser cette trace. Et je me dis que on reconnaît la richesse d'un pays par le nombre de bibliothèques que ce pays-là possède. Et la même chose pour une ville. Je suis née au Vietnam où c'était un pays en guerre, donc on ne pouvait même pas emprunter des livres. Et puis après ça, je vous dirais que, comment dire, oui, chaque livre, un peu comme Dany Laferrière vous dirait, on ne choisissait même pas l'auteur qu'on aimait ou le genre d'histoire ou le genre d'écriture, mais c'est vraiment, si on avait un livre entre les mains, on était déjà content et on lit le livre de la première page à la dernière page, à l'envers et à l'endroit, et on l'aime juste parce qu'il est un livre et que c'est un accès privilégié qu'on a quand on tombe sur un livre. Et pour moi, je crois que chaque citoyen, en fait, dans le monde devrait écrire parce que chaque parcours est particulier et chaque connaissance également et chaque point de vue. Et j'espère que vous allez continuer à écrire, que ce soit parce que votre directeur vous l'impose ou pas. Parce que ça ajoute vraiment à la richesse de nous. Des humains. Puis je vais partager avec vous une petite histoire et vous allez voir comment peut-être que les étudiants n'ont pas toujours la chance de retourner en arrière pour vous remercier. Mais cette expérience était extraordinaire. J'étais en Suède pour le lancement du livre de recettes justement en suédois. Et ça a tombé en même temps que juste avant ça, il y avait le prix du Nobel alternatif. Hein, et on souligne alternatif. Ce n'est pas le prix Nobel, c'est vraiment un prix alternatif dans le sens où il y a une journaliste et auteure très, très appréciée en Suède qui a décidé de rassembler une centaine d'intellectuels suédois pour continuer à offrir le prix Nobel de la littérature. Bien, pas prix Nobel, mais un prix pour la littérature, parce qu'elle, quand elle était jeune, elle habitait dans un quartier plutôt défavorisé. Et il y a un prof dans son école que chaque année, elle insistait à emmener ces élèves-là à la rencontre de l'auteur qui gagne le prix Nobel en littérature chaque année. Et elle disait qu'en tant que jeune élève et tout ça, elle ne connaissait pas du tout Oui, elle savait que le prix Nobel existait, mais elle ne savait pas que c'était possible pour eux d'aller à la rencontre de ces lauréats, de ces intellectuels. Mais je ne savais pas non plus, mais tous ceux qui gagnaient le prix Nobel étaient obligés de faire des rencontres avec le public. Donc, pendant une semaine, ils avaient des rencontres avec des experts, avec de toutes sortes de publics, donc le public en général. Et elle disait que c'était grâce à cette rencontre-là qu'elle a osé devenir journaliste, qu'elle a osé prendre la plume et choisir la plume comme métier. Et donc, elle se disait que si en 2000, je ne sais plus c'est en quelle année, je pense que c'était 2018 ou 2017, elle disait que si cette année-là, il n'y avait pas de prix, imaginez que ces élèves-là, peut-être que dans ces groupes-là, il y avait un futur auteur ou un futur grand journaliste et on passerait à côté parce qu'ils ont manqué la rencontre avec un auteur. Et c'est pour ça qu'elle a créé ce prix-là. Évidemment, je n'ai pas gagné. Je fais partie, je pense, des 3 derniers finalistes, tout simplement parce que je pense que tout le Québec a voté. Et c'est pour ça que
je me suis retrouvée dans la liste. Et parce que J.K. Rowling, je pense qu'elle n'a pas donné trop d'importance ou trop, en tout cas, parce que ses fans à elle, si ses fans à elle votaient, elle aurait gagné haut la main contre tout le monde. Mais voilà, donc je me suis retrouvée là. Et la gagnante, c'était Marie Condé. Et elle est très âgée déjà, donc il n'était pas sûr que Marie Condé pouvait voyager jusqu'en Suède pour recevoir le prix. Donc, on m'a demandé d'aller rencontrer la classe de cette école-là, de cette dame-là, pour être sûr que ces enfants-là avaient accès à un auteur ou à une autrice. Et donc, j'étais très touchée. Je suis allée rencontrer cette classe-là, mais j'ai demandé qu'on me donne toutes les classes qui voulaient bien me rencontrer. Et donc, j'ai pas beaucoup dormi pendant ce voyage-là. Et je crois que, voilà. Donc, c'est une initiative à partir d'une petite fille qui a eu la chance d'aller rencontrer un auteur à une rencontre. Et aujourd'hui, ben voilà, elle a essayé de redonner à sa communauté ou sinon à ces groupes-là en faisant, en créant le prix et en me demandant d'aller rencontrer parce que c'est vrai, je crois que Marie Condé a pu y aller, mais elle était très fatiguée, donc elle n'a pas pu faire beaucoup de rencontres. Donc, je voulais juste partager avec vous comment les profs peuvent vraiment inspirer et changer le parcours des élèves, même si les élèves, ben, on est un peu ingrats. Hein. Pendant qu'on est là, on oublie de vous dire merci, parce qu'on a les examens, et puis on trouve ça ardu. Et puis après, ben, on part et on s'en souvient plus, donc on ne retourne pas en arrière pour vous remercier, mais votre travail est tellement important. Et comme vous le savez, dans la culture orientale, les profs sont vraiment au sommet de la pyramide et non pas les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires ou les avocats ou les médecins, mais c'est vraiment les profs parce qu'on sait que c'est l'éducation qui est à la base d'une société. Et je me souviens, là, quand on venait d'arriver, il y avait beaucoup de familles vietnamiennes qui se mettaient dans un petit appartement de 4,5 ou 5,5 à 2 ou 3 familles pour pouvoir envoyer un enfant à Brébeuf, par exemple, ou à une bonne école. Et puis le deuxième enfant, le troisième enfant. Donc, l'éducation passait vraiment avant tout. Donc, sachez que si dans vos classes, vous avez j'allais dire des Asiatiques, vous savez déjà qu'on vous porte sur notre tête. Et j'espère que, oui, je crois que l'écriture, ce que vous laissez derrière, comme on dit, hein, l'écriture est immortelle. Ces connaissances-là vraiment contribuent à la richesse, oui, de notre pays, mais après ça, à l'humanité. Et je dis souvent, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais ça sert à quoi? Par exemple, James Joyce, il y a juste peut-être 5 personnes qui peuvent le lire, qui ont lu tout le livre Ulysse. Puis je dis, c'est vrai, mais sauf que ces 5 personnes-là ont lu et ils ont expliqué à 20 autres personnes, puis ces 20 autres personnes-là ont expliqué à 2000 personnes et on ne le réalise pas, mais sa façon d'écrire, ses réflexions, sa façon de faire ont influencé les changements et c'est comme ça qu'on avance. Et donc, oui, même si écrire pour seulement une personne, je crois que ça vaut la peine de le faire. Alors, j'espère que vous allez continuer à casser les oreilles des jeunes, même s'ils ont l'air de ne pas écouter. Je pense qu'ils écoutent beaucoup plus. Mais ça, vous le savez mieux que moi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être parce que j'ai 2 jeunes à la maison, un de 19 et un de 21. Celui qui est autiste, il ne peut pas vraiment partager avec moi ce qu'il a appris de ses profs, sauf que je le vois dans ses progrès à lui, dans le quotidien. Alors que celui de 21,
Oui, il n'ouvre pas toujours sa caméra parce qu'il a fait sa dernière année de droit là, virtuelle, mais il discute beaucoup de ce que le prof dit avec nous quand on soupe ensemble, même s'il n'ouvre pas la caméra. Puis là, je l'oblige, je dis non, t'es vraiment pas fin, il faut que tu ouvres la caméra. Et donc, maintenant, ouais, il met un T-shirt propre puis il ouvre sa caméra. Voilà, je pense que j'ai dépassé mes 10 minutes. Non, j'avais 5 minutes, hein? Mais là, j'ai trop pris de temps. Je suis désolée, M. Lambert. Alors, Kim, puisque vous avez vous-même donné votre âge, je vais me permettre de vous dire Kamen Emeuil, M qui signifie petite sœur et qui est le titre du dernier récit que Kim a publié. Alors merci. Et nous allons vous présenter une capsule qui présente les collègues qui ont publié pendant la première moitié de 2019. Les femmes et les jeunes constituent donc des populations cibles pour les églises charismatiques. Ces dernières font appel à des doctrines qui passent dans bien des cas pour radicales dans le champ religieux bernicabé. Face à l'histoire, Loït, rare stoïcien tardif, aurait refusé de reconnaître la légitimité morale de la modernité, prônant plutôt une posture de détachement et de laisser-faire stérile. J'ai laissé se tendre un dernier poème, un troisième acte qui bouille le cuir, un chant de spasmes d'entretien, ou mécanique les violences ultraviolettes. Nul doute que la réconciliation avec la mort vient sans étonnement quand il s'agit de Julien Green. Avec la délivrance de l'emprise de la sexualité sur l'âme, la fin de la tentation par la beauté des visages. Les premières lignes sont denses. Elles sont lourdes et même décousues par moments. Lyrique et fébrile, l'auteur, faute de son identité, on se contentera de le nommer Antoine, hésite à plonger résolument dans le récit de ce qu'il appelle sa folle nuit du 2 juin. Jean-Philippe Côté, Yoti. Cette fascination qu'éveille indéniablement l'exposition Archipel s'explique sans doute par la grande cohérence de l'univers photographique de Clément, mais aussi par la richesse formelle des livres qu'il crée. Nous ne sommes pas singuliers par où nous croyons l'être. Nos singularités ne tiennent ni à notre caractère ou à nos bizarreries, ni au cours de notre vie ou au caractère exceptionnel de notre destinée. Visant à former des inspecteurs en aéronautique, cette formation contribuera à pallier le manque d'expertise et de main-d'œuvre dans l'industrie aéronautique où la pénurie de personnel qualifié est marquante, comme dans d'autres secteurs manufacturiers au Québec. L'idée de saut dans le futur repose sur le ralentissement du temps, parfaitement bien vérifié en laboratoire. En effet, depuis Einstein, nous savons que le cours du temps est malléable. C'est l'idée que le temps est relatif, c'est-à-dire qu'il ne s'écoule pas nécessairement de la même façon pour tous. Les recherches académiques sur le fanatisme religieux contemporain et la mort divergent toutefois considérablement au sujet des motivations sous-jacentes aux opérations suicidaires, allant des considérations stratégiques aux récompenses spirituelles, en passant par l'espoir provoqué des changements sociopolitiques. Toutefois, il ne s'agit pas d'une école technique ordinaire. Certains musées de l'aviation lui envieraient son parc d'aéronefs, maintenant rendu en 38 appareils avec l'arrivée récente du C-Series. Juste le hangar d'hélicoptères fait grande impression avec ses 11 appareils, dont le tout dernier Beau 105, récemment donné à l'école par la Garde côtière du Canada.
S'il a pu être traduit en justice pour outrage à la moralité publique et religieuse, s'il a pu tourner en dérision l'Église et ses représentants, notamment à travers l'abbé Bournicien et le curé Geoffroy, il reste que Flaubert, d'un bout à l'autre de sa vie, dans sa correspondance comme dans ses écrits de fiction, manifeste un intérêt soutenu pour le fait religieux et tout particulièrement pour les Écritures. Par la lucarne de François Godin. Comme enseignant, je considère que mon rôle ne se limite pas à aider les étudiants à acquérir des connaissances. Les manuels de référence contiennent déjà toute la théorie. Je souhaite les amener plus loin, les aider à développer leur jugement clinique afin de prendre les meilleures décisions. We can change the meaning of a word by adding an affix or a preposition. We can use the same word for different purposes. We can confuse one word with another one. Madame Renée Desjardins, directrice de la librairie coopérative, m'a chargée de vous transmettre un message. La coop tient à féliciter chaleureusement nos auteurs. C'est toujours un plaisir de contribuer de près ou de loin aux activités culturelles de notre communauté. Comme par les années passées, vous pouvez retrouver les publications des auteurs du Cégep dans notre librairie. Nous sommes toujours très fiers de reconnaître à notre manière nos auteurs. Les publications sont aussi disponibles sur notre site www.coopmonpetit.com sous l'onglet Librairie dans la catégorie Auteurs du Cégep. C'est très très clair, je l'ai essayé tout à l'heure. À présent, je voudrais vous présenter ma collègue France Mongeau. Un loup hurle à la neige, baroque né du nord. Son chant d'hiver assume d'instinct la poésie retraçant sa dérive. En une langue précise, déliée, solitaire, répétant son histoire, répétant sa passion. Un loup reprend la route au nord du continent avec une détermination crissante, déraisonnable, entortillée au vent. Il va, silhouette grise, simulant dans la foule des airs de solitude aux airs de géant. En son extrême inquiétude, il hurle. Claude Beausoleil. L'hommage que nous souhaitons rendre à notre collègue Claude se découpe en 3 blocs. Le premier se fera avec Jean-François Poupard, qui est aussi un collègue au département de littérature, ici à Édouard-Montpetit. Et Jean-François est aussi poète et l'éditeur de Poètes de Brousse. Et Jean-François, comme il nous le dira, a été un ami et a bien connu Claude Beausoleil, que nous souhaitons saluer ce soir. Alors, nous vous présentons la première capsule hommage à notre collègue Claude Beausoleil. Bonjour, mon nom est Jean-François Poupard. Je suis professeur au Cégep Édouard-Montpetit depuis 25 ans. J'aimerais vous parler aujourd'hui de mon ami, mon très cher ami Claude Beausoleil, avec qui j'ai eu la chance de partager non seulement mon bureau durant de nombreuses années ici, mais notre passion commune de la poésie. Voici un texte qui s'intitule tout simplement « L'héritage de Claude Beausoleil ». La littérature québécoise doit beaucoup à Claude Beausoleil, énormément même. Dans les quelques articles qui ont suivi son décès survenu le 24 juillet 2020, tous ont souligné son travail d'anthologiste et d'ambassadeur de la poésie québécoise, mais aussi de la poésie suisse romande, de la poésie acadienne et de la poésie mexicaine. En 2009, Claude Beausoleil publiait à Paris une brillante anthologie de la poésie mexicaine.
Il en avait choisi le corpus, traduit les textes, rédigé la préface et dirigé l'ensemble de l'œuvre. Au printemps 2016, lorsque le Mexique fut l'invité d'honneur au marché de la poésie de Paris, c'est ce livre qui retint toute l'attention des médias et du public français. Cette idée qu'un Québécois puisse diriger une anthologie de la poésie mexicaine pour un lectorat français m'a toujours fasciné. Claude était souvent fascinant. Son œuvre est immense. Une biographie de Claude Beausoleil s'impose sans aucun doute. Elle saura mettre en lumière ses nombreuses réalisations littéraires, ses très nombreux recueils de poésie, ses essais, ses romans. Elle racontera ses origines modestes, ses études au Collège Sainte-Marie et à l'UQAM, où les rencontres avec Jean Leduc et Hubert Aquin seront déterminantes pour sa formation. Quelques chapitres porteront sur sa vie à Paris, ses liens avec des poètes du monde entier, ses nombreux prix et récompenses qu'il appréciait beaucoup, sa nomination à l'Académie Mallarmé et celle comme premier poète officiel de la ville de Montréal, ses invitations à titre de conférencier, poète en résidence, personnalité haute en couleur et en voix, ses disputes aussi, mais rien de bien sérieux, qui puisse ternir d'un iota cette grande vie consacrée à l'écriture et à la reconnaissance de la poésie québécoise dans le monde entier. Ce Claude Beausoleil existe. Mais le Claude Beausoleil que je vais vous présenter est avant tout mon ami. Un des grands amis que la vie m'a permis de rencontrer. Quelqu'un qui fut essentiel à mon développement littéraire et humain. Comme tous les poètes des années 1990, je connaissais le nom de Beausoleil. Mais c'est à Paris, en 1992, que nous nous sommes rencontrés et que nous sommes d'emblée devenus des amis. Lors de la remise du prix Québec-Paris, qui cette année-là a été remis à Pauline Harvey, le condescendant et omniprésent Yves Berger, maître de cérémonie pour l'occasion, laissa tomber ces mots devant une foule compacte et bien habillée, réunie à la délégation générale du Québec à Paris. C'est si bien écrit qu'on en arriverait même à oublier que c'est l'œuvre d'une Québécoise. Silence et stupeur dans la salle. J'étais jeune et sans peur, au fond du salon près du bar, et j'ai dit avec insolence « Ça prend-tu un plein de marde? » Quelques instants plus tard, Claude est venu à ma rencontre, et ses premières paroles ont été « C'est qui a dit ça? » C'est ainsi que nous sommes devenus des amis. Et le soir même, eh bien, nous sommes allés au restaurant. Et on pourrait écrire aussi une anthologie de Claude Beausoleil au restaurant. Il adorait les restaurants. Il aimait, de façon plus sérieuse, créer des liens, favoriser des rencontres, découvrir de nouveaux poètes. Il m'a présenté Gaston Miron. Son admiration pour Miron était sans bornes. Gaston Miron fut le premier ambassadeur de la poésie québécoise. Claude Beausoleil fut le second. Il a beaucoup appris de Gaston, presque tout en fait, pour ce qui est de la représentativité symbolique d'un écrivain québécois à Paris. Le premier critère de réussite pour un ambassadeur culturel à Paris est évidemment l'art de la parole. Claude parlait admirablement. Parole inépuisable, dense, métaphorique, drôle, imitative, caricaturale, avec moins de gestuelle et de pugnacité que Gaston Miron, mais avec beaucoup plus d'ironie. À l'époque, c'était ma couleur préférée, l'ironie. Avec deux adjectifs, Claude pouvait décrire précisément les travers d'une personne ou l'ambiance d'une situation. Sur un mode plus fraternel et prosaïque, Claude et moi avons partagé, je l'ai dit au début, le même bureau au Cégep Édouard-Montpetit durant 8 ans, les 8 dernières années de sa profession. J'allais souvent le chercher chez lui, sur la rue du Parc Lafontaine, et le reconduire ensuite. Nos discussions étaient infinies, souvent un mélange de trivial et de littéraire. Claude Beausoleil était le plus grand spécialiste et connaisseur, deux mots que j'aime pas, en passant, de la poésie québécoise. Tout, il connaissait tout, une mémoire photographique du détail. Mais de façon plus tangible, ces traces demeurent encore ici parmi nous. Pour la suite du monde,
Il a fait un don à la bibliothèque du Cégep Édouard-Montpetit. 5000 livres que l'on peut retrouver encore aujourd'hui sous l'appellation de Fonds Claude Beausoleil. Presque tout qui fut publié au Québec en poésie, plusieurs romans, ainsi que des essais entre 1970 et 2003. Claude a donné toute sa bibliothèque. Il me disait crédit d'impôt, euphémisme pour décrire un geste qui arrime le cœur à notre histoire littéraire. Claude, je ne sais pas ce que la postérité te réserve, ton œuvre est essentielle, énorme, d'un lyrisme hors du commun. La poésie est l'art le plus humain qui soit. Ta poésie est maintenant dans ce qui reste de l'humanité. Tu m'as toujours démontré un optimisme contagieux, mais ta poésie raconte parfois cette insupportable condition humaine vouée à l'errance. Les premiers vers de Grand Hôtel des étrangers, plus beau liminaire que j'ai lu dans ma vie, témoignent de notre amnésie, de notre perte, de notre disparition. Il nous faut témoigner avec grandeur de notre perte. Partis sur les chemins du monde, laissant des traces sans retour, là, dans le noir brûlé des choses, malgré la blancheur qui nous habite, aller au loin, aller dans les mots charcutés, les sons rauques et les mixtures du néant. Il y a aussi la mort de Claude. La mort de Claude Beausoleil, mon ami, le 24 juillet 2020. Anniversaire de naissance de ma sœur, canicule, pandémie. Je n'ai pas parlé à Claude depuis plus d'1 an. La vie. Claude meurt, comme tout le monde. C'est comme mon grand frère qui meurt. J'ai toujours aimé toujours. C'est un don de naissance. J'ai beaucoup aimé Claude Beausoleil. Il fait maintenant partie des deuils qu'on n'accepte pas. L'être humain est fait comme ça. Un jour ou l'autre, une personne chérie vient à disparaître sans trop de raison. C'est avec nous pour toujours. C'est irrémédiable. Claude Beausoleil, qui publie une anthologie de la poésie mexicaine chez un éditeur parisien, pour moi, c'est tellement l'antithèse de l'aliénation dont parlait Miron. C'est l'aboutissement d'une croyance fondamentale et d'un travail incessant. Claude Beausoleil. Tiens, je tombe sur un vieux numéro de la revue Europe et un long chapitre y est consacré à la poésie québécoise. Tiens, c'est Claude Beausoleil, encore toi, le directeur du numéro. Et les noms et les mots neigeux s'effilent. Et maintenant, tu es mort. Tu as mis tout le monde de l'avant. Tu as mis le Québec de l'avant. Je me souviens de tout. Tu nous as fait faire des pas de géant. Tu es la personne la plus généreuse que j'ai connue. Grand frère, tu m'accompagnes à chaque jour. Merci. Alors, témoignage très émouvant, excusez-moi. Il me fait plaisir à présent de donner la parole à notre directrice des études, Madame Josée Mercier. Merci beaucoup, Anne-Marie. Écoutez, c'est un bon départ. Je suis déjà émue. J'aime ça, ces soirées-là. Moi qui ne suis pas autrice, mais lectrice. J'adore lire et c'est toujours un moment important pour moi, là, cette soirée-là. Écoutez, en plus, il y a beaucoup de personnes présentes et des gens du personnel, au-delà des auteurs-autrices. Là, c'est vraiment très agréable de vous voir dans les petits carreaux, je le sais, mais quand même, on peut tout de même se voir un peu. Bien sûr, c'est important de reconnaître le talent de nos auteurs-autrices et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Puis, il y a aussi beaucoup d'entre vous, je le sais, et on ne pourra pas tous vous nommer, mais qui avaient eu des prix ou avaient été nommés pour différents concours et je me permets d'en nommer quelques-uns. Entre autres, le livre « Là où je me terre » de Caroline Dawson, qui est professeure au département de sociologie, qui est finaliste au prix des libraires du Québec 2021 dans la catégorie roman, nouvelle, récit.
Également Mathieu Blais, professeur de littérature et de français, qui a remporté le prix Rina Lanier au Grand Prix du livre La Montérégie 2020 pour Soudan et Nadjine et Fatou. J'espère que je l'ai bien dit. Ensuite, Le crâne de ma mère de Shanti Vanden aussi, également professeur de littérature et de français, sur la liste préliminaire du prix de la Nouvelle Radio-Canada 2020. Et un dernier, Stainless de Hugo Beauchemin, Lachapelle, professeur de littérature et de français, finaliste des Grands Prix du livre La Montérégie dans la catégorie Poésie. Toutes mes félicitations, c'est vraiment de beaux honneurs que vous méritez. Et peut-être comme vous le savez ou peut-être certains ne le savent pas, on a une étiquette qu'on appose donc sur les publications qui sont imprimées des auteurs du Cégep pour souligner les prix là, pour lesquels vous avez été finaliste ou que vous avez remporté. Donc, c'est là un hommage qu'on vous rend et c'est toujours, moi en tout cas, quand je vais à la coop puis je regarde puis je vois la petite étiquette, ben, je prends le temps de regarder effectivement de qui il s'agit. Puis c'est toujours, je pense, un bel hommage qu'on vous rend de ce côté-là. Également, il est important aussi de reconnaître les réalisations des siens et de les faire rayonner parce que des fois, il y a peut-être des gens qui sont humbles, qui n'osent pas s'inscrire sur le site, le tableau d'honneur de la salle de presse, sur le site web du Cégep. Moi, je vous invite soit à les dénoncer, donc à les déclarer, ou tout simplement vous-même de vous inscrire parce que c'est une belle vitrine pour nous. Comme disait Mme Thuy, là, les dirigeants, là, mais les dirigeants, c'est une belle vitrine pour nous d'aller voir nos auteurs et aussi de nous permettre de vous reconnaître, mais aussi entre vous, de pouvoir, donc, sur ce tableau d'honneur, là, je pense que le lien sera mis d'ailleurs là, pour pouvoir y aller. Donc, comme je dis, là, j'aime beaucoup la soirée, puis j'aime ça de voir au moins quelques personnes qui ont pu être présentes à la bibliothèque, notre belle bibliothèque de Longueuil. Et on est chanceux, on en a deux, donc avec celle de Léna également. Mais on est ici pour découvrir nos auteurs, rendre hommage. Alors, je vous laisserai maintenant regarder une deuxième capsule qui rend justement hommage à nos auteurs. On va à présent voir les publications de la deuxième moitié de l'année 2019. L'écriture aquinienne est déterminée par ce que l'on pourrait nommer une esthétique de la marge, dont les données essentielles transparaissent avec évidence dans le texte ou le silence marginal, où l'écrivain fait état de la porosité du texte littéraire, dans son aspect indéterminé et de ses frontières incertaines qui le constituent comme un objet d'excentraction. Pour ma part, je m'intéresse au mariage, à la famille et à la condition féminine. Je ne croyais pas que mes recherches m'amèneraient à traiter de sorcellerie. Non seulement le hasard m'y a conduit, mais, comble de l'ironie, j'ai contribué à renforcer la croyance en son efficacité. Bien que les forces qui s'opposent à la gravité et permettent à un aéronef de se déplacer dans les airs soient bien réelles et tous les jours à l'œuvre, leur explication et leur origine varient fréquemment d'une personne à l'autre. Toute ma vie, j'ai assisté à cette sorte de spirale vers le fond du baril. Comme ça, tout ce que j'aime semble forcé à disparaître par petites secousses. La démocratie, ce qu'il en restait, et l'éducation, les droits humains, les services sociaux. Shit, juste la notion de tranquillité d'esprit, tu sais, pouvoir prendre son souffle rien qu'une fucking minute et réfléchir, disparu. C'est la course au chèque de paye où tu crèves. Les Hassidim doivent faire face à de nombreux défis au 21e siècle, car il est de plus en plus difficile de résister à la modernité en vivant au cœur d'une grande ville comme Montréal. Décor céleste, Alexandre B. Michaud. Soulignons que les Inuits ont une origine différente des Amérindiens. Ils seraient issus d'une migration de chasseurs nomades de l'Alaska, les Tuéliens,
qui aurait colonisé l'Arctique canadien, de même que le Groenland, il y a 800 à 1000 ans. Quelques jours et nous sommes hors cadre, nos 20 ans nous ont absentés de l'image d'un automne sans nous arrêter, quelque part la portière ouverte. Laissons donc sonner ce qui agit ici et attend de prendre la parole. Belle invitation à aller à la rencontre de cette persona qui dicte ses lois dans les mains de l'artisan écrivain et qui façonne avec application une intention, un destin, une voix appartenant à l'autre en soi. For this, we try usually to replace the complex system by another which is more simpler in structure and or component and close to it in some particular sense. Si la figure de la mère est centrale, comme en témoigne l'expression créole qui désigne la mère comme le potomitan, pilier central du temple vaudou, qui soutient la famille ou encore l'expression jamaïcaine « My mother is my father », « Mon père, c'est ma mère », à l'inverse, la figure paternelle est plus marginale et périphérique. Le Québec, tout comme le Canada et la majorité des pays occidentaux, se doit d'accueillir des immigrants, et cela pour au moins 4 raisons. Contrebalancer les effets démographiques de la dénatalité, remédier aux impacts du vieillissement de la population, contribuer à la vitalité du français, mais aussi répondre aux besoins du marché du travail selon le plan de la main-d'œuvre. La comptabilité se définit comme un système d'information financière permettant d'enregistrer en unités monétaires les opérations d'une entreprise, de les regrouper, de les classer, puis de présenter les résultats auxquels elles donnent lieu. Cette nouvelle formation permettra aux travailleurs d'accéder à des emplois très en demande tout en assurant une meilleure expertise sur la conformité des produits. Moulin rouge pris sur le vif de Suzy Turmel. De nouveau, France va vous adresser quelques mots pour la deuxième partie de l'hommage à notre collègue Claude. Qu'un loup hurle pour changer la douleur en brasier, qu'un loup hurle pour terrasser la mort jusqu'en ses mots vitreux. Il hurle que le désir enseigne, en une phrase nombreuse, à pourchasser les colonnes de givre, d'épîtres et d'épigrammes d'un texte recommencé à chaque séisme. Alors, pour la deuxième capsule, je vous laisse avec François Godin, qui est aussi un collègue du département de littérature et de français ici à Édouard-Montpetit et qui est aussi poète. Et dans ce deuxième bloc hommage, on devrait entendre parler de la belle revue Saison baroque. Voici un extrait d'un poème tiré d'une certaine fin de siècle de Claude Beausoleil qui s'intitule « Chant 7 ». J'en lis des passages. Je refais ici, dans les pages d'un livre, traversé lui-même de temps et de citations de vécus et d'écritures diverses, comme ce qui toujours vit le cumul de nos intérieurs et de nos corps en ébauche. Le flexible et le doute, le tourbillon et le variable sont là, intégrant ce qui passe dans mes mots violets. Et pour que les mots nous servent à quelque chose, on s'en amuse jusqu'à s'y perdre ou s'y retrouver. Ces pages du visible sont comme autant de directives et de baumes, comme autant de solutions et d'élixirs, quand, sous les veilleuses de Montréal, les nerfs craquent, elles servent de gages. Bonjour, je m'appelle François Godin, je suis professeur de littérature au Cégep Édouard-Montpetit et poète. Je vais vous entretenir de l'héritage de Claude Beausoleil. Commençons avec le fonds Claude Beausoleil. Je vous annonce qu'il y a 2 fonds
Claude Beausoleil, qui mettent en valeur l'enracinement de Claude Beausoleil dans la culture québécoise et contemporaine. Alors, le premier se situe à la BANQ et le deuxième à la bibliothèque du Cégep Édouard-Montpetit. Dans un premier temps, Claude Beausoleil a fait le don en 2013 de ses archives personnelles et, bien sûr, littéraires à la BANQ. Voici comment le site décrit le fonds. Donc, je cite. Le fonds d'archives témoigne de la vie personnelle et professionnelle de Claude Beausoleil et plus particulièrement de ses nombreuses créations et activités littéraires au Québec et à l'étranger, où il s'est employé à mettre en valeur la poésie et la littérature québécoise. Alors, on y retrouve des documents qui sont relatifs à son enfance, son parcours professionnel, scolaire, ses relations professionnelles, personnelles, sa correspondance. On y retrouve également des manuscrits de ses plus grandes œuvres, de nombreux carnets dans lesquels sont consignés des notes, des poèmes et même ses démarches pour promouvoir la littérature québécoise à l'étranger. S'ajoutent à cela des documents sonores, radiophoniques et visuels qui témoignent justement de ses activités au Québec et à l'étranger, de la direction de la revue Lèvres urbaines qu'il a fondée avec Michael Delisle, de ses traductions et préfaces et, bien sûr, de toutes les reconnaissances et distinctions que Claude Beausoleil a reçues au fil des décennies. Dans un deuxième temps, Claude Beausoleil a été enseignant de la littérature au Cégep Édouard-Montpetit de 1973 à 2003. Et il a légué à la bibliothèque du Cégep toute sa collection de livres personnels, souvent dédicacés, ce qui représente là, au total environ 5000 ouvrages. Il s'agit en majorité de poésie québécoise, contemporaine, francophone et aussi espagnole. Mais aussi, il faut souligner que contient dans ce fonds quelques œuvres d'art visuel, voire d'art littéraire, qui sont fascinantes, qui datent souvent des années 70, 80, que vous pouvez voir là, défiler à l'écran. Pour souligner ce don incroyable de Claude, une étiquette a été créée et a été apposée à l'intérieur de chacun des livres. Donc, au milieu, on voit en grande capitale « Fonds Claude Beausoleil » et ensuite une citation du poète qui représente justement non seulement son héritage littéraire, mais aussi son rôle d'ambassadeur de la culture québécoise. Alors, je cite, « Je suis un voyageur que la langue invente ». Outre cette étiquette qui nous permet de reconnaître les ouvrages qui proviennent du fonds Claude Beausoleil à la bibliothèque, eh bien, la bibliothèque va mettre en ligne bientôt, très bientôt en fait, sur son site Internet, sous l'onglet « Collections particulières », un répertoire exhaustif de tous les ouvrages de Claude Beausoleil et aussi, donc, en premier exemplaire, mais également ceux qu'on retrouve en deuxième et troisième exemplaire que la bibliothèque détenait déjà. Maintenant, je vous lirai un extrait du recueil Le Dormeur, publié en 1991. Le poème s'intitule « Le trouble est dans nos voix ». Tout doucement, les heures surchargent les circuits. Une densité s'évertue à tenir les mots dans des lieux plus secrets que tes bras, tes lèvres, ta nuque et ta chevelure désarmée demande pourquoi le temps se perd hors de nous, déplaçant des cauchemars, tant de questions dans tes pauses dépliées. Ton visage entre nous a l'allure d'un poème. Une forêt y plisse ses épines de lumière, tête nue. Tu dis être bien. Je devine un miroir. Le trouble est dans nos voix. Dors, dors. Tout se peut malgré ce trouble, malgré la rumeur extérieure. Ce que nous imaginons existe. Dors, dormeur de mes rêves. Les plus beaux voyages sont en toi. Poursuivons maintenant avec une autre part fondamentale de l'héritage Claude Beausoleil, c'est-à-dire la revue Saison baroque. Avec Jean-Marc Desjean et Jean-François Poupart, professeur de littérature au Cégep, et René Lavoie, animateur de l'atelier photo au Cégep, Claude Beausoleil a fondé la revue Saison baroque à l'automne 1997. Alors, cette publication marie le pouvoir évocateur de la poésie au langage des images et photographies en noir et blanc qui sont développées ici, dans la chambre noire du Cégep.
Paraissant en raison d'une ou deux fois par année jusqu'en 2007, les différents numéros ont donné à lire des textes poétiques d'étudiants, de jeunes poètes et à voir des œuvres photographiques d'étudiants qui ont fréquenté notre institution. Nombreux et nombreux sont celles et ceux qui ont poursuivi leur pratique de l'écriture ou de la photo après avoir fréquenté le cégep, donc après leur parcours scolaire, et plusieurs d'entre eux sont devenus des artistes reconnus dans leur discipline. Et, en fait, ils et elles se sont commises pour la première fois dans les pages de Saison baroque. Je reprends ici la genèse de la revue que Jean-Marc Desjean a décrite dans le site de Saison baroque. Alors, je le cite ici, quand il nous raconte la signification du titre de la revue « Saison baroque ». Saison correspondait à la fois à session scolaire, au singulier, tout en soulignant l'unicité, l'originalité des numéros de la revue. Baroque faisait référence à la diversité des œuvres qui allaient être publiées dans chacun des numéros. Chaque numéro se ferme sur la citation de Gaston Miron en une seule phrase nombreuse qui voulait unir la diversité des Écritures en une seule passion pour l'art. Je ferme la citation. Alors, au total, 12 numéros ont paru jusqu'en 2007. 5 ans après, soit en 2012, je souhaitais vivement reprendre la revue et poursuivre sa mission, c'est-à-dire réaliser le travail d'orfèvre qu'exige en fait la poésie et la photo. Depuis, 2 numéros par année sont publiés et pour mon plus grand bonheur, la poésie et l'art sont unis avec les étudiants et pour le grand plaisir, bien sûr, de ses fondateurs. Claude Beausoleil, bien sûr, comme les autres fondateurs, était ravi de constater que la revue pouvait désormais voler de ses propres ailes. Par ailleurs, les étudiants ont pu fréquenter dans les pages de la revue Claude avec quelques poèmes qu'il nous a donnés au fil des années. Et justement, on va terminer en vous présentant son dernier don dans la revue. Le dernier poème que Claude Beausoleil nous a donné à la revue Saison baroque pour souligner le 20e anniversaire de la revue, le poème s'intitule « Chantier des murmures » qu'il a dédié à la mémoire du poète Gaston Miron. Seul au seuil du silence, j'attends le torrent et l'orage, la faim prise de rage, la joie, la suite, la vie. Seul, au-devant des mots, j'écris le vent et le chant, la peine, le sort, la nuit. Plurielle ma parole, celle de l'autre si entend que je cherche à nommer au-delà des neiges et des furies. Seul, rêvons avec ceux qui s'avancent dans cette époque sombre où se profile irrépressible l'incessant murmure de l'humain. Je sens que vous êtes complètement impatient et impatiente de savoir qui a publié en 2020. Fin du suspense, c'est maintenant. On sait qu'il va faire froid samedi soir à l'Arena Butch-Bouchard de Longueuil. L'inconnu, c'est la surface de jeu. Et à écouter les préposés à la glace, je devais accomplir un boulot admirable. Dans ses écrits balois, Nietzsche, en philosophe médecin, s'intéresse aux symptômes d'un mal culturel. Défini comme culture alexandrine, socratique ou théorique, le monde moderne souffre d'un déséquilibre des pulsions. Il était une fois un lieu commun, faux comme toutes les évidences. Et il y avait cette distance, mais ce n'en était pas une. En fait, c'était un leurre. La COVID-19 change le dating en profondeur, au point de ramener le tournage d'Occupation Double au Québec. Pendant que les premiers exclus sont déjà en train de se matcher, les spots sont braqués sous l'action dans la Naudière. Et c'est là que la vraie game commence. Ainsi, le choix d'activités pédagogiques et d'évaluation en éducation physique au collégial pourrait avoir un impact à l'égard de la prévention de la santé
auprès d'une clientèle d'adultes émergents et dans une préoccupation encore plus importante et commune, celle de la santé publique. Entrevoyant un enseignement hybride à venir, je souhaitais repenser mes cours afin d'offrir une pédagogie appropriée aux nouveaux besoins de la société et des jeunes. Déjà avant la crise, j'entamais des travaux avec des partenaires européens sur des jeux intelligents et les classes virtuelles. C'est foutu, on le sait bien, et le ressac de la mort emporte les espoirs débiles qu'on a pu, si innocemment, nourrir à la petite cuillère lorsque s'emballaient les statistiques. Ces érections chiffrées autour desquelles on aura brièvement tournoyé, étourdi, sans rien toucher, manière kamikaze égarée. J'ai toujours aimé fouiller dans les tiroirs des gens. J'ai d'abord cru que cela m'était venu avec l'immigration et la recherche de ma bête lumineuse. Cette quête de l'énigme identitaire tassée au fond de la commode, remisée en espérant ne plus y penser, comme si le passé pouvait être enfoui dans le mobilier. Une interrogation fondamentale, principielle, me révélant la grande proximité qui existe entre l'ornithologie et la photographie. Qu'est-ce qu'observer? Quelle relation noue la subjectivité de celui qui observe à l'objectivité de celui qui est observé? Qu'est-ce que le regard? Integrism is characterized by a dualist and independent view of contemporary society and by a mission to restore the former power and social control of the Catholic Church. Ces vols de ravitaillement des communautés éloignées sont absolument vitaux pour ces dernières. Pour la majorité de celles-ci, seul l'avion peut acheminer les denrées et autres matériels nécessaires à leur survie. Nos souliers traînent sur la grève, des craquements nous dénoncent. Le lac expire son collet tapissé de cristaux, semé de paillettes. Nous récoltons le fondu des couleurs dans nos objectifs, caressons la berge comme un livre mouillé qui se laisse déplumer, éclaboussé par la rouille et l'humus. Dans cette forêt dessinée par l'enfant rêvé que je fus, je m'élance et culbute dans la démesure du poème. Ce sera ma première nuit hors du royaume des chiffres et des nombres à ne plus compter les moutons. Ce sera ma première nuit à m'endormir dans la plaie laineuse d'un hiver idéal. Susciter la discussion grâce à Facebook. Un cours en ligne nécessite d'être rigoureux et oblige les étudiants à être autonomes dans leurs études. Pour contrer l'isolement qu'un cours en ligne peut créer et pour éviter de répondre inlassablement aux mêmes questions par Mio, j'ai créé un groupe Facebook privé sur lequel les étudiants devaient poser leurs questions qui n'étaient pas d'ordre personnel. La gauche devrait donc se détourner de la nation et se vouloir plutôt internationaliste, c'est-à-dire en appeler à l'union immédiate de tous les individus dans l'universel abstrait qu'est l'humanité. La steppe est une mer intérieure devenue fuseau. Pur songe en marge de l'horizon, violence souterraine pigmentée de lumière. Elle se montre telle la navette du métier, où le temps se tisse, perles, cuir, coton et laine, des intentions tracées à la pointe du crayon. Notre existence, cette horloge qui répète qu'on n'a pas d'argent, que la nuit est dure. On est là sans l'avoir voulu, sans savoir pourquoi. La nuit nous cerne entre ses murs. Je trouve que les étudiants d'un niveau avancé ont besoin davantage d'activités de réflexion complexes pour parfaire les bases qu'ils maîtrisent et pour apprendre des manières plus sophistiquées d'utiliser ces bases. Tu parles avec la frayeur par les trous de l'archange, avec adoration, tu t'adresses directement à Dieu, sans filtre, sans fonctionnaire. Dieu te répond, monosyllabique, tu éventes jusqu'à la gravité, les bras, les hanches. L'imprimante 3D est une des meilleures que nous offre la technologie. Elle nous permet de créer tout ce dont nous rêvons. Les choix que l'on fait à 18-22 ans ne déterminent pas le reste de notre vie. Il y a toujours moyen de faire différent, de changer de chemin. La vie n'est pas une course. Autant que je comprends la hâte de ne plus être étudiant,
Notre chemin est le nôtre et il est différent des autres. Dans les situations les plus contraignantes, où la motivation peut être affaiblie et la persévérance court-circuitée par de mauvaises nouvelles, des échecs ou encore des difficultés financières ou familiales, la résilience peut devenir un élément du succès. Un matin, je trouve son crâne sur le plancher. Il s'est détaché de sa colonne et a roulé par terre. Je n'ose pas vérifier si le reste du squelette repose encore sous les couvertures. Elle me demande de le ramasser comme si c'était une chute normale. Je n'ouvre plus à personne, je ne la quitte plus. Je l'emporte partout avec moi, je prends soin d'elle. Je sais que je dois veiller sur son crâne, sans quoi ma mère disparaîtra complètement. Merci à Mélanie Dubé et à Louis Goulet pour la lecture des extraits que vous avez entendus dans les capsules. Alors, pour terminer l'hommage à notre collègue Claude Beausoleil, Jean-Marc Desjans va rejoindre France Mongeau. Et j'en profite de la part de toute notre communauté pour féliciter Jean-Marc qui a remporté le prix Alain Grandbois de la poésie 2020 pour son recueil « Misère et dialogue des bêtes » publié chez Poète de Brousse. Merci. Dans cette langue de loup est apparu mon chant. Tout ce que je croyais être, ce que j'imaginais en une forêt lointaine, avenir et passé. Dans la langue du loup, dans l'émeute, hors de la meute, j'ai appris à garder les parfums d'anarchie. J'ai crié, j'ai juré d'être sans compromis, hurlant avec les loups et leur métamorphose. Ces quelques poèmes que je vous lis depuis le début de la soirée sont du recueil Baroque du Nord de Claude Beausoleil, recueil qui est paru aux Herbes Rouges en 2003. Habituellement, Claude, quand il lisait ses textes, il hurlait au loup à chaque d'hiver à peu près. Je me suis réserver ces hurlements pour une autre fois. Donc, nous terminons l'hommage à Claude avec sa poésie. Jean-Marc et moi allons d'abord vous lire en duo un texte qui provient d'un livre que Claude a publié en 1980 qui s'intitule « Au milieu du corps, l'attraction s'insinue ». C'est un ouvrage qui a remporté le prix Émile Nelligan. Et c'est un livre que j'ai lu aussi alors que j'étais dans la classe. J'étais étudiante de Claude Beausoleil cette année-là où il remportait le prix. Alors, c'est une rencontre. C'est par la classe de poésie, moi, que j'ai connu Claude personnellement. Donc, nous vous lisons un extrait. Sur un corps un peu tendre. L'œuvre n'est faite que de hors-texte. Roland Barthes. Sur le corps un peu tendre et violent et précis, je parle de ce corps comme on situe sa joie, et dans le calme recoin de l'effort, je rejoins l'apparence du vêtement, celui glissé sous la chaise en plein au cœur de la chambre. On en parle plus tard, on parle d'hypothèses qui chassent l'ennui. Bien sûr, il y a ce visage chaviré, endormi. Je repose la question, celle de la nuit lointaine et imprécise, comme le regard que je dénouais le long des itinéraires, des bars et des hésitations un peu tendres. Inventer des textes qui soufflent sur le désordre et enlèvent les membres assoupis. Parler comme quelqu'un qui s'abandonne, effusion déliée offerte à la phrase. Une pression de la main là, sur les poils, dans le creux des genoux, près de l'épaule du sexe. Un cool fumant dans l'ombre, près du bureau blond, comme pour dire qu'il est finalement assez tard que demain. Goûter dans Montréal,
Comparer les secousses et les prises, on replace l'endos près de s'effriter. Des regards adonnent bien, d'autres fuient, s'exténuent. La ville circule en nous, voisine du vin, des cheveux collés, des atmosphères. Le corps alors se déplace, il transpose ses lignes vers d'autres courbes. On échange les émotions dans une certaine hâte. On a tous peur de perdre. Pourtant, une certaine douceur, un geste bien refait, et la glissade reprend, s'éparpille à nouveau, incertaine, mais renforcée, parallèle au drap. Le temps d'inscrire le titre, le temps de dire son visage et la tournure des événements servis sur une autoroute, sans ces signes tournés dans le corps, par le corps, et ce serait insinué comme une perte déraisonnable. Plus de temps encore, ses yeux dans le sofa, une musique que Judy Garland s'étiole, refait surface, et dans l'alcool, le soir, et la fin d'une promenade dans des appartements, des trottoirs et des images. Je n'explique plus rien. C'est tout. Enfin, je vous laisse avec Jean-Marc pour quelques extraits encore. Je lirai 3 textes. Je lirai un texte qui s'intitule « Palenque », que Claude, évidemment, a écrit au Mexique. On parlait tantôt de l'amour de Claude pour le Mexique. Il n'est pas le seul à avoir aimé, bien sûr, le Mexique. Je pense à Bernard Posier, à Gaston Bellemare, et qui, à 3, d'une certaine façon, ont créé tous ces liens fondamentaux entre la poésie mexicaine et la poésie québécoise. D'ailleurs, il faudrait dire merci à Claude, à Bernard et à Gaston Bellemare pour ces liens extraordinaires entre le Québec et le Mexique. Alors, voici le premier texte, donc, Palenque. Le ciel de Palenque couvre de larmes épaisses les temples et les sentiers. Il est loin, le poème, très loin, au centre du temps, celui entrevu, celui chassé, sous les lignes plus vertes que la pluie fait courber. Il y a le silence du souffle tendu, sans restriction. Dans cette opulence tropicale, aller si loin, plus près du temps pour retrouver des chutes dans la boue où encore je renais parmi les plus repliés. Palenque du retour, tu tairas la brume, les palmiers verdoyants rampent sous la pluie lourde et je n'ai de mémoire que celle à venir. Les chemins de rocailles se cherchent sous l'ondée, rien que le temps. Que le temps est rien. Claude a détesté beaucoup de choses, mais il a aussi aimé beaucoup de choses. Et surtout aimé les poètes, les grands poètes. Jean-François Poupart parlait de Gaston Miron, mais il a aussi aimé, adoré Émile Nelligan. Je me souviens quand on sortait ensemble, qu'on allait manger au restaurant, il fallait toujours passer par le carré Saint-Louis pour s'arrêter devant le buste de Nelligan. Il fallait s'arrêter, faire une pause silence, ce qui n'est pas évident entre Claude et moi. Donc, une pause silence, et il finissait toujours par dire « Il était-tu beau, hein? » Puis on repartait, et voilà, la soirée. Alors, voici 2 textes, un sur le rêve, d'une certaine façon, et un autre de Claude Beausoleil, qui s'intitule « Les dieux de la matière ». Ce fut un grand vaisseau, taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues, la cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif, mais il vint une nuit frapper le grand écueil dans l'océan trompeur où chantait la sirène, et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or
dont les flancs diaphanes révélaient les trésors que les marins profanes, dégoût, haine, névrose entre eux ont disputés. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Le dormeur est ce personnage d'une nature singulière, envoyé par les dieux de la matière. Son entité repose dans des glissements. Il parle et est au bout des mots, jusque dans leur silence précieux, incantation du quotidien, comme si le monde recommençait. Il hésite, il sourit, il dit que pour lui, il dit que peut-être tout se tient dans sa main. Merci Jean-Marc. Je ne sais pas chez vous à Montréal ce qui se passe, où vous êtes, où que vous soyez, mais nous ici, la poésie a fait sortir le soleil, donc il y a une luminosité incroyable. Alors c'est très émouvant. Merci. La soirée se termine. Je vous remercie d'être venus nous voir, d'avoir passé du temps avec nous. Nous étions quand même quelques-uns ici pour la soirée, donc merci à vous qui êtes ici avec moi. Et je vais terminer en laissant la parole à Madame Mercier qui va vous proposer... vous allez voir. Merci Anne-Marie. J'aurais tellement aimé lever mon verre près de toi, mais bon, ce sera pour une autre fois. D'ailleurs, merci pour l'animation de cette soirée. Puis j'étais vraiment très heureuse que tu acceptes de le faire. Quand Lou-Marie me l'a dit, j'étais très contente. Juste avant de faire ce qu'Anne-Marie a dit qu'on ferait, il y a des remerciements quand même, une soirée comme ça. Quand je regarde toutes les vidéos, il y a beaucoup de temps qui ont été mis et c'est vraiment riche. Puis en plus, il va y avoir, ça se conserve, hein, ces trucs-là. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Là. J'en suis encore, en tout cas, j'étais bien concentrée dans les lectures, puis ça me touche. Eh bien, un merci spécial, effectivement, à tous ceux donc, qui ont rendu hommage à M. Beausoleil, François Mongeau, François Godin, M. Poupard, tous trois professeurs donc, du département de français et littérature à Édouard Montpetit. Bien sûr, un merci tout particulier à vous, M. Desjans, là, professeur de littérature retraité, que vous avez pris donc congé de votre retraite pour participer à ce bel événement. Madame Thieu, au tout départ, là, je crois qu'elle nous a quittés, mais qui a parti la soirée avec une énergie incroyable. Et bien sûr, donc, tout le comité, tous ceux qui ont travaillé, les équipes de la bibliothèque, la direction des communications, le service informatique, bref, le comité organisateur là, qui avait organisé cet événement, tous les professeurs aussi qui y ont participé, c'est extraordinaire. Puis je sais qu'à chaque fois qu'il y avait un comité qui parlait de la programmation, Louis-Marie revenait et disait « Tu vas voir, ça va être incroyable cette édition » et je pense que c'est effectivement le cas. Là, j'en suis vraiment très, très épatée et vraiment, si on avait été sur place, ça aurait été encore plus chaleureux et tout ça, mais je pense que vous avez réussi à le créer même dans nos demeures. Alors voilà, le petit punch, c'est que les gens, donc c'est une édition spéciale et donc il y a un verre, là je sais pas avec mon fond d'écran, je ne sais pas si vous le voyez, bref, il y a un verre à l'effigie de l'hommage aux auteurs et que les auteurs ont reçu donc en cadeau et c'est le moment donc de lever mon verre et votre verre et de vous féliciter encore. Chers auteurs, autrices du Cégep et de l'ENA. Donc, santé à vous. Je prends une gorgée à votre santé. Santé, tout le monde, bravo. Et il y a une partie plus informelle donc à cette soirée, un échange donc entre les auteurs. Mais tout d'abord, je voudrais vraiment remercier tout le monde là, de votre participation. J'espère vraiment que vous avez apprécié comme moi et que je vous souhaite une très belle fin de soirée.